Donc, bonjour à tous, Bonjour. bienvenue dans ce nouveau Virtual Brain and Breakfast. Donc, aujourd'hui, nous allons parler du thème sur l'expérience managériale n'existe pas. Donc, je m'appelle Nathalie Mikils, je suis consultante en ressources humaines au sein de la société Mindforest depuis maintenant presque 8 ans. Et donc, mes missions principales concernent tout ce qui est accompagnement sur que ce soit au niveau de la stratégie, au niveau de l'opérationnel, au niveau des ressources humaines. Et puis mon collègue, Donc, Michael Bénédicte, bonjour. Donc, je suis consultant en gestion du changement chez Mindforest depuis aussi bientôt 7 ans et demi, je dirais. Et mes principales missions, donc accompagner les organisations dans toutes les transformations qu'elles peuvent connaître. Et j'ai également une casquette d'accompagnement au développement des compétences managériales. donc quelques codes de conduite comme d'habitude, hein, mettez-vous en mode muet, donc quand vous ne parlez pas. En cas de mauvaise qualité, essayez de vous reconnecter, mais éteignez votre vidéo pour obtenir aussi un meilleur son. Et puis, n'hésitez surtout pas à utiliser le chat afin de poser vos questions ou de pouvoir, si vous souhaitez, mettre un commentaire. C'est là, toujours là le bienvenu. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, peut-être on va dire une brève présentation de Mindforest. Donc, notre cœur de métier, comme l'a dit mon collègue en début dans sa présentation, c'est effectivement qu'on accompagne les entreprises dans leur transformation. Pour justement les accompagner dans leur transformation, on utilise, on va dire, principalement 4 leviers qui sont l'activation de stratégies, l'engagement des employés, amélioration des processus et effectivement tout ce qui est lié à la culture. Donc, via, on va dire, euh, nos méthodes qui sont principalement centrées sur l'humain et donc qui consistent souvent à on fait en sorte de travailler avec l'ensemble des équipes et de les faire sortir de leur zone de confort. Et c'est ce qui va permettre finalement ce changement d'habitude, changement de comportement qui font le quotidien d'une entreprise. Alors, au niveau des points qui vont être abordés aujourd'hui, on va commencer par un petit sondage pour savoir à peu près quel est selon vous l'état d'esprit actuel des managers dans vos organisations respectives. Ensuite, on verra qu'il n'y a pas d'expérience managériale. Donc là, on a forcé un peu volontairement le trait. Mais l'idée, c'est de dire que les managers, dans des situations qui sont toujours très, très changeantes, peuvent de moins en moins s'appuyer sur leur expérience antérieure. Donc, ils doivent se montrer relativement innovants pour trouver des solutions à des problèmes inédits. Ensuite, on verra comment est-ce qu'on peut aider les managers pour réaliser leur mission dans de bonnes conditions. On parlera pour cela de l'agilité managériale, donc comment faire en sorte que les managers puissent s'adapter de façon continue en développant de l'agilité. Et puis, on aura un point de conclusion et une discussion ensemble autour des éléments de la présentation que vous souhaiteriez approfondir ou si vous souhaitez partager vos expériences, ce sera le moment. Donc, voilà. Donc, on va commencer par le sondage, si vous voulez bien. Donc là, l'idée, c'est de connaître un peu l'état d'esprit de vos managers. Donc la question, c'est comment est-ce que vous considérez l'état d'esprit de vos managers? Il y a 3 modalités de réponse. La première, c'est est-ce que vous considérez qu'ils sont constamment engagés au service de l'entreprise et de leurs équipes? Est-ce qu'ils font plutôt preuve d'un engagement variable au service de l'entreprise et des équipes? Deuxième modalité de réponse. Et enfin, troisième modalité de réponse, est-ce que vous considérez que vos managers sont plutôt désengagés au niveau de l'entreprise et de leurs équipes? Donc, on vous laisse répondre à ça en quelques minutes et puis on regardera ensuite ce que ça donne au niveau des résultats.
pense que tout le monde a eu le temps de répondre. Je pense, oui. Alors, on va regarder ce que ça donne. Donc, pour 20% des répondants, les managers sont constamment engagés au service de l'entreprise et de leurs équipes. 60% des répondants considèrent que l'engagement il est variable. Hein. Et puis, 20% des répondants considèrent que les managers sont plutôt dans une posture désengagée. Alors, on voit qu'effectivement, hein, ces résultats sont relativement cohérents avec les chiffres qu'on a des observatoires divers sur le management, qu'on va voir tout de suite après. Mais globalement, les managers se considèrent plutôt dans des situations de tension et souvent, eh bien, ils sont moyennement engagés, voire désengagés au service de l'entreprise. Et ouais, c'est pour ça qu'on verra l'importance de s'intéresser et de soigner l'expérience manager dans ce contexte actuel. Alors, comme on l'a dit, les managers, globalement, se considèrent sous tension. C'est vraiment aligné avec les résultats qu'on a eus ensemble au niveau de ce petit sondage. Hein. Donc là, on s'appuie sur les chiffres du baromètre Paris Workplace de 2019, donc des chiffres assez récents, en collaboration avec l'IFOP. Et puis, on a l'Observatoire du management aussi. Et là, les chiffres sont concordants. Donc, de manière générale, les managers se considèrent comme étant en première ligne pour subir les pressions et les sollicitations de toutes parts. Ils se considèrent comme étant plus stressés au travail que les collaborateurs. Et plus d'un tiers des managers considèrent qu'ils consacrent l'essentiel de leur temps et de leur énergie à résoudre des problèmes et des urgences. Donc des tâches qui sont soit pas forcément épanouissantes et satisfaisantes. Alors, en plus de ça, les chiffres l'état des lieux qu'on dressait tout de suite, là, c'était avant la crise du Covid. Donc, on peut très bien imaginer que la crise du Covid n'a pas arrangé la situation pour les managers. Donc, en outre, il y a plusieurs facteurs d'évolution récents du rapport à l'entreprise et au management qui ne vont pas forcément faciliter encore la tâche des managers. Donc, le premier élément, c'est ce qu'on appelle le monde plat. Donc, c'est l'illustration qu'on a à gauche du slide. Donc, le monde plat, ça fait référence à une expression utilisée par un journaliste américain, Thomas Friedman. Et l'idée, c'est de dire qu'il n'y a plus aujourd'hui de frontières et de barrières à la circulation des connaissances et des compétences hein, qui circulent de plus en plus rapidement, avec les possibilités qu'on a aujourd'hui en ligne au travers de MOOC, de tutos, tout ce qu'on trouve en open source. Donc, tout ça, ça va créer de nouvelles attentes par rapport à l'entreprise et au management. On peut difficilement envisager que l'entreprise soit le seul lieu où on ne peut pas se développer de façon continue. Alors qu'on trouve beaucoup de choses développées en ligne pour pouvoir faire évoluer ses compétences. Le deuxième facteur d'évolution récent du rapport à l'entreprise et au management, eh bien, c'est ce qu'on appelle la génération Y, hein, qui fait son entrée sur le marché du travail. Donc, on parle même maintenant de génération Z. Donc, les jeunes générations qui ont des rapports au travail qui sont un peu différents des générations antérieures, hein, qui ont plus tendance à remettre en question la relation hiérarchique. Hein. Les méthodes de management traditionnelles elles sont beaucoup moins adaptées. Ils sont plus demandeurs de collaboration plutôt que de rapports hiérarchiques. Plus une génération qui est également plus désireuse d'autonomie, moins conventionnelle, plus en quête de sens, donc qui demande plus d'explications autour des tâches qu'on leur donne et qui veulent comprendre leur contribution dans la création de valeur globale de l'entreprise. Donc, avec ces jeunes générations-là, le modèle hiérarchique tel qu'on l'a connu il y a quelques années, eh bien, il touche vraiment ses limites. Ensuite, eh bien, on a la révolution digitale. Donc, ça, on l'a vécu ces dernières semaines. On a pu en exploiter les différentes possibilités avec la crise du Covid et le confinement, avec la mise en place du télétravail de façon précipitée. Donc là, les managers ont été confrontés de plein fouet, je dirais, au challenge de devoir coordonner des équipes à distance et motiver aussi des équipes à distance, ce qui n'est pas toujours simple, hein, surtout dans ces situations particulières. Et puis les réseaux sociaux, ça donne aussi maintenant aux personnes la possibilité de pouvoir s'exprimer librement et à peu près sur tous les sujets possibles et
imaginable. Donc là, encore une fois, on pourrait difficilement imaginer aujourd'hui une entreprise qui serait le seul lieu dans lequel on ne pourrait pas s'exprimer librement et faire valoir ses idées. Donc ça bouleverse aussi le rapport à l'entreprise et au management. Et puis enfin, la dernière illustration à droite du slide, c'est ce qu'on appelle la mise en place de structures plates maintenant. Donc il y a différents modèles d'organisation qui sont développés autour de ça, comme par exemple l'entreprise libérée ou encore l'allocratie. Donc là, ce sont des modèles d'organisation qui vont plutôt prôner le bien-être, l'autonomie dans une logique de performance. Donc c'est la fin de la hiérarchie, la fin du contrôle. Et on peut même se demander, avec certains auteurs, si on n'arrive pas à une période, on serait sur la fin carrément du management. Donc tous ces facteurs d'évolution-là, ça va vraiment bouleverser le rapport au manager et ça ne va pas forcément simplifier ses tâches, enfin, du moins s'il résonne avec son cadre de référence traditionnel. Alors maintenant, on va voir que tout ça, ça va créer de nouvelles aspirations au travail et donc de nouveaux défis pour les managers. Donc, du coup, ces évolutions, eh bien, les collaborateurs sont en demande pour avoir davantage de flexibilité, que ce soit au niveau des horaires de travail qu'au niveau du lieu de travail. Et la question qui se pose pour les managers, c'est comment assurer la coordination des équipes à distance, comment maintenir la cohésion d'équipe. Les managers y ont été confrontés lors de la crise du Covid qu'on a évoqué tout à l'heure. Deuxième point qui est lié à de nouvelles aspirations, c'est le désir de changement, surtout la déstandardisation. Donc, de plus en plus, les collaborateurs souhaitent arrêter d'appliquer des méthodes standards pour produire des biens et des services standardisés, souhaitent de moins en moins être contrôlés, surtout pour les collaborateurs expérimentés ou compétents. Avoir plus de liberté dans l'organisation de leur travail, mais également dans la manière dont ils réalisent leurs tâches. Et la question qui se pose pour les managers, c'est comment continuer à motiver les équipes dans ce contexte, comment répondre à cette volonté d'épanouissement au travail, et est-ce que les méthodes traditionnelles de management, finalement, sont bien adaptées pour pouvoir répondre à ces aspirations. Et puis, dernier point, c'est la volonté de pouvoir partager des idées, de prendre des initiatives. Comme on le disait, maintenant, on peut s'exprimer librement sur n'importe quel thème au travers de la session. Donc, il y a quand même une volonté forte dans l'entreprise de pouvoir faire valoir ses idées, de pouvoir contribuer à l'innovation, en termes d'innovation, par exemple, ou de création de valeur, d'amélioration continue. Alors, la question qui peut se poser, c'est comment tirer profit de la créativité et de la libre expression pour un manager, comment cadrer un peu ces besoins de libre expression et de créativité pour que ça réponde aussi aux objectifs stratégiques de l'organisation. Et puis, comment concilier cette volonté d'être libre et autonome avec du management finalement, ce qui peut paraître relativement contradictoire. Donc, tous ces facteurs d'évolution-là, ça fait que ça complique encore un peu la tâche des managers et que c'est de plus en plus difficile pour eux de s'appuyer sur une expérience managériale antérieure. Alors, si on continue, là, on va s'appuyer sur différents articles issus de la Harvard Business Review, donc, qui mettent en évidence que pour les managers, l'expérience peut même constituer un frein, c'est-à-dire qu'elle peut ne plus être carrément leur allié. Pourquoi ? Parce que, comme on l'a évoqué, le contexte aujourd'hui est très changeant. Donc, dans un contexte où on doit faire face à des situations complètement nouvelles, inédites, comme c'était le cas avec la crise du Covid-19, toutes les adaptations que les managers ont dû mettre en place, la manière de coordonner et de contrôler un peu les tâches de chacun à distance, le fait d'être contraint finalement d'être dans une relation de confiance, puisque avec la distance, les moyens de contrôle sont peut-être moins présents que dans les situations en présentiel. Donc, tout ça, ça fait que les cadres de référence classiques des managers ne sont plus vraiment adaptés pour faire face à ces situations nouvelles. Et l'expérience peut même constituer un frein pour solutionner ces situations inédites. Donc, dans ce contexte-là, effectivement, l'expérience peut même être néfaste pour le succès des managers.
Alors là, on est sur un autre papier de la Harvard Business Review qui nous montre que l'expérience n'est plus gage de succès des nouvelles recrues. C'est-à-dire que quand un manager vient d'être recruté, c'est une enquête de l'Université de Floride qui a mis récemment en évidence qu'il n'y a pas de corrélation finalement entre l'expérience antérieure sur le poste et la réussite du manager sur son nouveau poste. Puisque ce qui va conditionner son succès, c'est plutôt de savoir s'adapter au nouveau contexte plus que l'expérience antérieure. Donc l'erreur qui est souvent commise, c'est de vouloir reproduire automatiquement ce qui a fonctionné dans un contexte différent par manque de temps et par manque d'énergie, un peu en mode pilotage automatique, alors que vraiment ce qui fait la différence aujourd'hui, c'est de savoir s'adapter au nouveau contexte et aux nouvelles situations. Et donc pour ça, ce qu'il faut pouvoir développer, c'est ce qu'on appelle l'agilité managériale. Donc permettre aux managers d'être dans les meilleures conditions possibles afin de pouvoir s'adapter, leur permettre d'évoluer en permanence, donc de pouvoir faire évoluer leurs compétences, de se développer, et puis les aider aussi à parfois remettre en question leurs pratiques de travail et puis sortir du cadre de référence classique du management. Donc, comme vient de le dire Michael, développer l'agilité, c'est avant tout effectivement de savoir s'adapter de manière constante à l'heure actuelle et de savoir sortir de ce cadre de référence. On va dire qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'entreprises, en tout cas, qui commencent à revoir leur modèle de management. Pour ça, souvent, elles font intervenir, on va dire, des prestataires externes comme des consultants ou des formateurs ou encore des coachs. Bien sûr, ce sont des acteurs qui vont pouvoir accompagner les managers, mais finalement, c'est des acteurs qui interviennent de manière ponctuelle dans ce développement. Donc, il faut faire intervenir un autre acteur qui, finalement, on en revient à parler du rôle du service des ressources humaines. En effet, le rôle à l'heure actuelle des ressources humaines doit pouvoir se développer et doit pouvoir finalement faciliter le quotidien des managers parce que leur faciliter leur quotidien, c'est pour que eux, par la suite, puissent à leur tour faciliter celui de leurs équipes. Donc, ils vont devoir adapter, on va dire, un rôle plutôt de conseil-appui, un rôle d'accompagnateur. Parce que développer ces compétences en agilité managériale, ça nécessite bien évidemment d'avoir des outils à disposition, mais ça nécessite également à fournir aux managers des méthodes qui vont pouvoir utiliser et vont pouvoir mettre en place de manière quotidienne parce que cette agilité, elle ne s'apprend pas du jour au lendemain. Et effectivement, ce n'est pas en intervenant de manière ponctuelle, je vais dire, qu'on peut effacer d'un seul trait des années de pratique ou d'habitude managériale. Donc, pour cela, pour développer, on va dire, ce rôle d'appui conseiller, il y a une notion ici qui est importante, c'est cette notion de proximité. Cette notion de proximité, elle peut, on va dire, se mettre en place à travers, premièrement, le développement des compétences en ressources humaines des managers. Aujourd'hui, les managers doivent, en plus de tout ce qui est suivi opérationnel et, on va dire, coordination du quotidien, ils doivent en plus manager leurs équipes. Manager leurs équipes, c'est-à-dire qu'ils vont devoir intervenir aujourd'hui sur le processus de recrutement, où ils vont devoir eux-mêmes finalement animer, on va dire, les entretiens annuels d'évaluation, et ils font aussi un accompagnement sur le développement des compétences de leurs collaborateurs. Donc, il faut pouvoir les aider à développer ces compétences RH, dites RH. Pour ça, il y a plusieurs outils ou plusieurs leviers, en tout cas, que le service ressources humaines peut mettre en place. C'est dans un premier temps, pour créer cette proximité,
c'est de mettre en place des échanges réguliers. Pourquoi ces échanges réguliers? Finalement, ça va permettre de recueillir les besoins et les attentes des managers pour les aider à réaliser leur mission dite RH. Ça va aussi également, à travers ces échanges réguliers, leur permettre de les aider à comprendre les enjeux, on va dire, de leur métier. Et ça va aussi permettre de répondre à certaines de leurs problématiques et de pallier par la suite à ces problématiques. Un autre outil que le service ressources humaines peut utiliser, c'est effectivement, c'est de reconnaître leur contribution RH dans leurs évaluations. Souvent aujourd'hui, dans les évaluations annuelles, ce qui se fait comme pratique, c'est qu'on va évaluer le savoir-être des managers. Et ainsi que dans la fiche de poste, aujourd'hui, en sachant qu'une fiche de poste est évolutive, mais dans les fiches de poste, on fait apparaître justement toutes ces missions managériales, en plus de tout ce qui concerne, on va dire, le quotidien d'un chef. Donc, le fait de pouvoir reconnaître cette contribution et de la faire, on va dire, de la mettre à jour et de leur permettre de faire valoir en tout cas cette contribution, va aussi également aider le service ressources humaines à avoir un retour des managers par rapport à ces missions. Et donc, troisième outil, ce sont les feedbacks qui permettent également de maintenir cette proximité et de donner aux managers une autre vision, en tout cas, de leur quotidien et de leur pratique. Donc, il y a tout ce qui est développement des compétences RH, mais il y a, comme on le disait, aussi le fait de pouvoir les aider à développer leur agilité managériale. Et pour ça, il y a plusieurs leviers que je vais maintenant vous présenter pour les aider et les accompagner dans ce développement. Donc, premièrement, il y a tout ce qui concerne l'apprentissage digital et agile. Donc, l'objectif, c'est de le favoriser. Donc, dans un premier temps, c'est de pouvoir repenser ces dispositifs de formation traditionnels. Et là, bien sûr, on parle du digital parce que le digital permet aujourd'hui des nouveaux moyens pour répondre justement à ces formations traditionnelles et du coup, de manière beaucoup plus régulière, de répondre aux questionnements et aux besoins des managers. Donc, pour ça, il existe des outils collaboratifs type wiki ou encore communauté en ligne et tout ce qui concerne le e-learning, donc les contenus disponibles en ligne, comme par exemple tout ce qui est MOOC, tutoriel ou encore webinar. Donc, comme je vous le disais, ces dispositifs-là et l'utilisation du digital, ça permet plus de souplesse et plus de rapidité pour faire évoluer les compétences. Et bien entendu, ça permet aussi d'orienter les managers en fonction de leurs objectifs de développement. Donc ça, c'était le premier levier. Un autre levier, c'est tout ce qui est mise en commun, donc c'est-à-dire miser sur l'intelligence collective. Pardon. Et là, quand on parle de mise en commun, c'est mettre en commun tout ce qui est réflexion managériale pour atteindre justement tout ce qui est objectif commun ou encore mise en commun pour permettre la résolution de problèmes. En partageant entre pairs, ça facilite cette résolution de problèmes et finalement, ça permet de faire émerger de nouvelles solutions, ça permet d'ouvrir de nouvelles perspectives, ça permet de bénéficier d'autres points de vue et surtout le croisement des différentes expertises, c'est-à-dire tout ce que les managers peuvent vivre comme expérience managériale, l'intelligence collective va permettre, on va dire, de mettre en place de manière, encore une fois, répétitive et régulière cette mise en commun. Donc, pour cela,
on peut en tout cas mettre en place des réunions régulières, on peut mettre en place des espaces collaboratifs, tout ce qui est communauté de pratique ou encore des groupes de co-développement, ce qu'on appelle co-développement. Alors là, on va dire les outils qu'on vous montre, ce n'est pas une liste exhaustive, hein, bien entendu, mais ça concerne surtout le service ressources humaines en lien avec les managers. Donc pour cela, il existe comme par exemple des ateliers thématiques ou encore des groupes de travail qui peuvent être mis régulièrement en place. D'un point de vue temporalité, ça peut être une fois par mois, tout ça toujours en fonction du besoin, en fonction de la taille de l'entreprise, mais ce qui permet finalement de discuter et de mettre en commun certains sujets qui sont dits transverses. On va pouvoir parler de mobilité, d'évaluation, de recrutement. Autre chose à mettre en place, c'est tout ce qui est instances liées au processus RH. Oui, on en a parlé avant par rapport à tout ce qui concerne les missions des managers par rapport aux missions RH. Donc, intégrer les managers faire participer les managers en tout cas dans la définition ou la révision des processus RH, ça leur permet également de mieux comprendre l'enjeu qu'il y a derrière ces processus. Un autre moyen, c'est la communauté de pratique ou en tout cas réseaux sociaux en ligne avec justement des espaces dédiés à chaque communauté RH ou chaque communauté managériale. Et c'est toujours ce partage de pratiques, ce croisement d'expériences afin de mettre en place cette intelligence collective. Donc là, maintenant, je vais également vous montrer quelques exemples de dispositifs à mettre en place de manière, je dirais, alors certaines entreprises le proposent déjà. C'est là, on va parler de l'accompagnement individuel des managers. Alors, cet accompagnement individuel peut être fait de différentes manières, via des coachings réguliers ou via, par exemple, un dispositif de formation quand le manager prend sa fonction. Donc, ça peut être finalement de l'apprentissage continu, ça peut être sur une période de 6 mois, 2 heures par mois, par exemple. Et ça va finalement leur permettre d'être dans un cycle de formation apprenant et continu et finalement de se positionner plus facilement autant en termes de soft skills que par exemple au niveau de sa posture. Pareil, des séminaires thématiques qui peuvent être proposés une fois par an ou une fois tous les 18 mois, après toujours en fonction de ce que l'entreprise souhaite entreprendre comme dispositif, mais en tout cas, proposer ces séminaires thématiques aux managers permet encore une fois ce partage de pratiques qui est essentiel aujourd'hui pour pouvoir développer une certaine agilité et pour pouvoir s'adapter, encore une fois, de manière constante. Un autre dispositif à mettre en place, c'est ce qu'on appelle, en tout cas, 30 minutes transfo. Finalement, l'objectif là, c'est simplement qu'un manager, une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, partage une pratique qu'il a expérimentée au sein de son équipe et va pouvoir la transmettre à ses pairs, donc aux autres managers. De cette expérience, va être formalisée une fiche que tout le monde pourra consulter et au fur et à mesure de cette pratique, les fiches vont pouvoir être
on va dire, distribuées, modifiées, et donc ce qui va permettre aussi que les pratiques vont pouvoir évoluer au fur et à mesure. Un autre moyen, c'est ce qu'on appelle tout ce qui est guidelines managériales ou leadership. Là, l'objectif, c'est plus de donner à disposition des managers, on va dire, un standard sur les attentes qu'on a envers les managers. Ce qui va permettre à chaque manager, finalement, d'avoir connaissance et de prendre conscience des attentes qu'on a envers eux en tant que manager. Et ça va aussi permettre à chaque manager, finalement, d'avoir ces attentes communes et donc, du coup, de pouvoir aussi plus facilement comprendre, encore une fois, les enjeux de leur fonction et de pouvoir échanger par la suite par rapport à ces attentes. Et puis, un dernier dispositif, à pouvoir mettre en place, pareil, de manière assez facile. Là, ça, on va dire, ça se formule sous forme de sondage. Et par exemple, une fois par mois, il y a un sondage qui va sortir où il va y avoir 3 questions liées justement, encore une fois, à l'expérience de chaque manager et où là, l'objectif, c'est d'avoir ce feedback collectif. Donc, ça va être des questions du type, à la place, qu'auriez-vous fait différemment? Ou est-ce que vous-même, vous avez vécu cette expérience ou cette problématique ou cette pratique? Et donc là, encore une fois, on est sur cette mise en commun et sur l'intelligence collective. C'est qu'en offrant finalement ces plages de découverte, ces dispositifs d'apprentissage et ces moyens de partage répétitifs et réguliers, que en tout cas les managers auront beaucoup plus facile à se remettre en question, à prendre conscience de leurs pratiques et donc du coup de pouvoir s'adapter de manière continue, on va dire. Et c'est aussi à ce moment-là que vous allez obtenir des managers qui vont devenir beaucoup plus apprenants et beaucoup plus facilitants. Alors, un autre levier qu'on peut utiliser dans ce contexte où l'expérience managériale n'existe plus, ou du moins c'est de plus en plus difficile de tout miser dessus, c'est de faire vivre ce qu'on appelle l'expérience manager. Donc, en gros, c'est de s'intéresser à leurs besoins, leurs attentes, savoir si on met tout en œuvre pour vraiment aider les managers dans leur mission. Donc, aujourd'hui, on entend beaucoup parler d'expérience client, d'expérience employé. Au niveau RH, on parle même d'expérience candidat. Mais l'expérience manager, on n'entend pas beaucoup parler. Parce que globalement, dans les organisations, on s'y intéresse encore trop peu. Et pourtant, là encore une fois, on s'appuie sur les écrits de Harvard Business Review, des articles qui montrent clairement que si les managers ne sont pas engagés, les employés ne le seront pas non plus, puisque ça reste des maillons essentiels de l'engagement au service des collaborateurs, au service des clients et du changement de culture pour plus de performance et d'engagement dans les organisations. Donc, ça montre vraiment qu'il est fondamentalement important de s'intéresser à cette expérience manager. Alors, quelques chiffres au niveau de l'engagement des salariés au Luxembourg. Et là, on pourra facilement faire le lien avec les résultats de notre petit sondage au début de la présentation. Donc, les chiffres sont issus de l'Institut Gallup, qui est un grand institut qui fait des enquêtes régulières au niveau mondial sur l'engagement des employés dans les organisations. Donc, le nombre au Luxembourg, le pourcentage de salariés qui sont engagés dans leur travail, donc motivés et contents de se rendre au travail le matin, en gros, on peut les comparer à des poules pondeuses, mais qui vont pondre des plus gros œufs que ce qui était attendu. Donc, vraiment les personnes engagées qui vont faire plus
que ce que stipule la fiche de poste, eh bien, au Luxembourg, le nombre de personnes qui sont engagées dans les organisations s'est estimé à 8%, selon les résultats de ce sondage. Maintenant, le nombre de salariés désengagés, en gros, qui viennent pour faire ce qui est attendu, mais pas plus, hein. Donc, qui viennent le matin avec un objectif qui est surtout de pouvoir repartir le soir. On peut les comparer à l'image qu'on a là, c'est-à-dire le cheval fatigué. Donc, on voit que le cheval a trouvé quand même le moyen de se reposer. Il a la tête dans le creux de l'arbre, mais il garde quand même une once de créativité, puisque la tête dans le creux de l'arbre, ça lui permet de voir qu'il n'y a pas le chef qui arrive en face, hein. Et ça, c'est estimé à 80% des collaborateurs au niveau du Grand-Duché du Luxembourg. Alors, on va quand même prendre leur défense, hein. Souvent, ce sont des collaborateurs qui n'étaient pas comme ça en arrivant, sinon on ne les aurait pas recrutés. Ce sont de bons professionnels qui ont bien été formés, mais qui, à force de ne pas se sentir écoutés et pris au sérieux dans l'organisation, eh bien, deviennent démotivés. Et puis, il y a une troisième catégorie de collaborateurs que l'on considère comme activement désengagés. Donc là, c'est plutôt des collaborateurs qui viennent le matin pour démontrer leur propre malheur, avec une certaine pointe de cynisme par rapport à l'entreprise et au management. Et donc là, on peut les comparer un peu à des renards qui vont menacer les poules pondeuses, hein, du moins vont menacer leur motivation. Et ça, c'est estimé à 12% des effectifs. Donc, on voit bien que le contexte global, il va plutôt dans le sens d'un désengagement. Et les chiffres que je vous donne là, il faut savoir qu'au Luxembourg, ils ne sont pas pires qu'au niveau européen en moyenne, hein. Ils sont même un peu meilleurs. Donc, ça montre quand même le contexte général de désengagement dans les organisations. Et l'importance de s'intéresser à l'expérience managériale, parce que le manager, comme on l'a dit, c'est un maillon très important de l'engagement des salariés. Si les managers ne sont pas engagés, les salariés ou les collaborateurs auront quand même très peu de chances de l'être. Alors, au niveau de l'expérience manager, pour pouvoir un peu se poser des questions autour de ça, il y a plusieurs questions que vous pouvez vous poser, hein. Et en fonction des réponses, ça vous donnera quand même une indication du niveau d'expérience manager au niveau de votre organisation. Donc, est-ce que vous savez répondre aux questions suivantes? Les managers, finalement, où sont réellement leurs besoins? Qu'est-ce qui leur facilite le travail avec les équipes? Qu'est-ce qui va les empêcher ou constituer des freins pour bien travailler avec leurs équipes? Est-ce que les programmes de développement qu'on leur met à disposition répondent réellement à leurs besoins? Est-ce qu'ils disposent de la big picture? Donc, en gros, est-ce qu'ils ont la vue globale sur la stratégie de l'entreprise? Et puis, est-ce qu'ils comprennent bien leur contribution dans l'atteinte des objectifs globaux de l'entreprise? Est-ce qu'ils ont des possibilités de collaboration entre eux, hein, toutes les possibilités qu'a évoquées Nathalie tout à l'heure pour essayer de s'appuyer un peu sur l'intelligence collective ou mettre en place des communautés de pratique ou des groupes de développement autour des problématiques managériales? Et puis, est-ce qu'ils ont la possibilité de faire entendre leur voix? Et si c'est entendu, est-ce que c'est suivi d'effets derrière pour pouvoir les aider dans la réalisation de leur mission? Donc, ces questions-là permettent quand même d'avoir une indication sur l'expérience manager qui est vécue au niveau de vos organisations. Alors, en conclusion, avant de pouvoir discuter ensemble un peu des différents points de la présentation, l'expérience managériale n'existe pas. Bon, encore une fois, on a un peu forcé le trait, mais disons que c'est de plus en plus compliqué de tout miser sur cette expérience managériale. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir apporter au manager un service complet en s'appuyant d'une part sur l'intelligence collective, vraiment bénéficier de l'expérience de chacun et puis de la créativité de chacun pour solutionner des problématiques inédites. Bénéficier des possibilités d'apprentissage agile et digital. Donc, désormais, les possibilités de se développer en ligne, elles sont nombreuses. Mais là, il faut encore une fois peut-être un peu accompagner les managers par rapport à leurs objectifs de développement, dans les solutions qui vous sembleraient les mieux adaptées ou les plus appropriées par rapport à leurs besoins. Et puis, mettre tout en œuvre pour leur faire vivre une
réelle expérience manager. Donc voilà ce qu'on pouvait dire rapidement sur l'expérience managériale et sur l'importance de l'agilité managériale et de l'expérience managériale. Et finalement, juste encore un dernier mot peut-être pour, on va dire, pour utiliser ou en tout cas mettre en place ces dispositifs d'accompagnement. Le service ressources humaines aujourd'hui a vraiment un rôle d'appui conseil et d'accompagnateur à jouer afin d'aider avec dans le quotidien les managers pour faciliter en tout cas leur quotidien et pour, on va dire, comme l'a dit tout à l'heure Michael, hein, si les managers ne sont pas engagés, les collaborateurs ne le seront pas non plus. Donc maintenant, par rapport à cette présentation, il y a eu plusieurs commentaires sur le chat. Alors peut-être que quelqu'un a envie de débuter ou d'émettre un commentaire ou simplement de donner un feedback par rapport à cette présentation. J'ai trois questions en fait. Donc c'est Franck. Je voulais savoir, est-ce que la situation au Luxembourg, elle était un peu biaisée par le fait qu'on a quand même une masse salariale luxembourgeoise qui est fortement engagée auprès des institutions étatiques et donc beaucoup de frontaliers qui viennent dans l'économie privée, on va dire. Est-ce que ça change quand même pas un peu au niveau de la motivation, au niveau du désengagement, au niveau de ces chiffres? Effectivement, hein, il peut y avoir des effets là-dessus, mais comme on l'a dit, au niveau global des chiffres qu'on a au Luxembourg par rapport au reste de l'Europe, les chiffres au Luxembourg sont meilleurs hein, en termes d'engagement. C'est ce qu'on observe ailleurs. Donc finalement, il y a quand même, à mon avis, au Luxembourg, soit des explications au niveau des conditions de travail, soit des explications au niveau des relations aux salariés dans les entreprises ou les administrations qui font que globalement, le contexte en termes d'engagement est meilleur au Luxembourg qu'au niveau des pays européens. Okay. Ouais. Alors, je peux peut-être faire le lien avec une autre question qu'on avait sur l'engagement. Je regarde. Oui. Est-ce que de tels chiffres ne sont pas aussi révélateurs des systèmes de valeurs des entreprises? Là, je pense que je vous rejoins tout à fait. Hein. C'est sûr que le système de valeurs en œuvre dans les entreprises va conditionner très fortement le rapport aux employés, aux salariés, et puis les éléments qui sont relatifs à leur engagement. Hein. Ça, je vous rejoins complètement là-dessus. Hein. Pour moi, c'est lié de façon assez directe. Oui. Est-ce qu'on note un changement au niveau de la génération, au niveau des managers? Est-ce qu'on avait une génération, on va dire, baby boomers, et est-ce qu'il y a un remplacement qui s'installe avec une nouvelle forme d'éducation? Alors là, effectivement, la question est très bonne. Pour l'instant, je n'ai pas vu passer beaucoup d'observations ou d'analyses là-dessus. Il est certain, c'est que avec les jeunes générations, ils ont d'autres aspirations vis-à-vis du management. Alors, on peut tout à fait espérer que lorsque cette jeune génération sera aux commandes au niveau managérial, ça pourra contribuer à instaurer de nouveaux modes de management. Hein. Mais il y a quand même des tendances relativement lourdes là-dessus, comme on le disait, hein, la fin de la hiérarchie, les modèles d'entreprise libérés, le fait qu'on ait de plus en plus des collaborateurs qui soient demandeurs d'explications, de sens au travail, de rapports de collaboration plutôt que de rapports hiérarchiques. Donc, il y a quand même, à mon avis, beaucoup d'éléments qui vont dans le sens d'un renouvellement des pratiques managériales qu'on va voir apparaître, si ce n'est pas dans l'immédiat, au moins à moyen terme. Donc, je pense qu'on verra vraiment une différence de pratique de management
entre les anciennes générations et puis les nouvelles générations qui vont être en place au poste de management dans les années à venir. Si je peux juste rebondir par rapport à ce que tu viens de dire, Michael, c'est que, en fait, aussi, je pense qu'il faut vraiment surfer aussi sur cette vague des nouveaux managers. Parce qu'en fait, on a aussi une tendance où, quand on a des managers qui arrivent dans une organisation bien mise en place, ils vont avoir une tendance à répéter, en fait, les comportements qui sont déjà en place dans l'organisation. Et dès lors qu'on travaille avec eux tout de suite sur une nouvelle culture managériale, en fait, du coup, ça nous permet aussi de changer la culture de l'entreprise. Comme tu disais à juste titre au cours de la présentation, c'est aussi un élément clé dans l'activation du changement de la culture. Et donc, il faut vraiment, je pense, renforcer ces programmes de développement des managers en intégrant en fait ces nouvelles aspirations. Ouais. Et pour rebondir avec ce que disait Nathalie aussi, c'est que là où le service RH, même, en fait, il a un rôle clé, mais je pense même qu'il doit même repenser à sa propre position dans l'organisation. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on va aussi arriver devant des organisations, parfois on a un service RH assez faible, qui va proposer des tas de nouveaux services qui vont marcher avec l'organisation, et du coup, on va assister à un transfert de compétences. C'est-à-dire que les managers se déresponsabilisent vis-à-vis des RH et ne prennent plus leurs responsabilités. Donc, par exemple, si je prends un exemple tout simple, en termes de feedback par rapport à leurs équipes, parfois les managers, étant dans une situation inconfortable en passant des feedbacks négatifs, ils vont préférer laisser au RH le fait de passer le message difficile plutôt que de le faire eux-mêmes. Du coup, ça perd de l'impact. Et souvent, quand les RH interviennent, c'est déjà trop tard parce que la situation est bien gangrénée. Donc, en fait, activer ce rôle de consultant et de conseil auprès de ces managers, ça devient clé aussi. Mais ça implique que les RH soient aussi droits dans leurs bottes et qu'ils arrivent vraiment à mettre des limites sur où est ma sphère de compétences et où est la vôtre. Moi, je suis là pour vous accompagner. Je ne suis pas là pour faire votre travail. Je suis là pour vous aider à structurer un message pour quand le feedback est compliqué. Mais je ne suis pas là pour passer le message. Et donc, en fait, quand vous expliquez toutes ces problématiques sur l'expérience manager, plus ça implique vraiment un repositionnement aussi du service RH, hein, comme le disait Nathalie à juste titre. Il faut vraiment s'y tenir, quoi. Tout à fait. Et ce repositionnement en termes d'accompagnateur et de rôle d'appui conseil, il est effectivement possible, ou en tout cas sera facilité par cette notion de proximité et de créer beaucoup plus de proximité entre tout ce qui est service RH et manager. Ce qui va aussi permettre aux managers de modifier la vision qu'ils peuvent avoir justement du service ressources humaines et de considérer justement les ressources humaines comme un appui et non pas comme un service qui offre en tout cas des dispositifs et qui se doit de tenir un rôle qui n'est plus forcément censé tenir à l'heure actuelle. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et aussi, hein, c'est quand on met en place des actions, c'est comme vous disiez à juste titre encore, hein, c'est toujours impliquer les principaux concernés. Donc, quand ça va être des outils, par exemple sur l'évaluation annuelle ou des choses comme ça, c'est aussi rappeler aux managers que c'est un exercice. C'est pas un outil RH pour RH, mais c'est un outil pour les managers qui est supporté par les RH. Nous, en fait, on va être des facilitateurs et que eux, en fait, doivent se l'approprier et l'utiliser parce que c'est la gestion de leur équipe au quotidien qui va en bénéficier, en fait. Oui, tout à fait. Je voulais savoir aussi, si c'est possible, si je n'interromps personne, c'est de savoir si justement le facteur environnemental avec tout ce qui est crise climatique, je pense que ça a aussi une répercussion sur l'évolution des entreprises. Un exemple assez frappant, c'est naturellement l'industrie de l'automobile. Qui doivent vraiment repenser, je ne sais pas, en Allemagne, ils doivent vraiment se poser des questions, comment revoir toute cette, on va dire, ces modes de management, somme toute assez, on va dire, un peu plus archaïques. Oui, tout à fait. Hein. Donc, dans les facteurs d'évolution, effectivement, hein, on ne l'a pas mentionné, mais ça aurait complètement pu apparaître dans la présentation.
il y a aussi les facteurs environnementaux, comme vous l'avez souligné. Ben, c'est tout un modèle, hein, c'est tout un modèle qui est en train de… Vous parlez de modèles traditionnels ou archaïques, effectivement. Hein. C'est tout un modèle qu'il va falloir repenser hein, pour faire face aux nouveaux enjeux, qu'ils soient environnementaux, sociétaux, économiques. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et la dimension environnementale, c'est vraiment un facteur d'évolution. Je rejoins complètement là-dessus. Je voulais savoir, est-ce que vous avez un exemple, une case studies récente? Je ne sais pas, moi j'avais lu un truc sur Adidas, mais ça c'est plutôt au niveau du branding, mais au niveau de la culture d'entreprise, où on peut vraiment remarquer qu'il y a eu, que ce genre de démarche porte ses fruits finalement, au niveau de la qualité, mais peut-être aussi au niveau des résultats. Alors, on avait différents exemples au niveau de changement de culture d'entreprise. On avait un exemple chez Yahoo qui avait été assez marquant. Bon, après, la personne qui était CEO a démissionné là, il y a quelques mois, mais ils avaient vraiment réussi à changer un peu la culture d'entreprise. Et encore une fois, ça dépend aussi des secteurs d'activité. Donc, on a quand même des secteurs d'activité qui se prêtent plus ou moins à une évolution de la culture d'entreprise. Il y avait tout à l'heure une question pour faire le lien sur le chat au niveau des modèles d'entreprise libérées, de structures plus plates dans le secteur financier. Est-ce qu'on y était vraiment ou pas encore à Luxembourg? Bon, on voit bien que c'est des systèmes, c'est des secteurs d'activité où il y a quand même une certaine culture du contrôle, donc ce qui induit une certaine présence de la hiérarchie, etc. Donc, ça dépend aussi du secteur d'activité. C'est sûr qu'au niveau des secteurs d'activité, ça va avoir un impact sur la facilité qu'on a à faire évoluer la culture et puis à mettre en place des systèmes plus collaboratifs, moins hiérarchiques, plus orientés sur les enjeux environnementaux, etc. Mais ouais, je sais que quand on parlait de culture d'entreprise qui avait été fortement évoluée parce qu'il y avait une réelle volonté de la faire évoluer, on avait cet exemple de Yahoo là, il y a quelques années. Bon, il y en aurait d'autres hein, si vous voulez. En fonction des secteurs d'activité, on peut rechercher ça, on peut trouver des exemples. Selon ce qui vous intéresse, on peut creuser. Hein. Volontiers, oui, volontiers. Bonjour, j'ai une question. Je me demande des fois à quoi tient la valeur d'une entreprise, surtout quand c'est une petite structure, genre 50 personnes. Parce que j'ai l'impression des fois qu'elle est portée par 2-3 personnes clés, en tout cas qui sont là peut-être fondatrices depuis le début, etc., et qui arrivent à diffuser une valeur, qu'elle soit positive ou négative. Et je me dis, est-ce qu'il faut identifier ces personnes-là pour essayer d'abord de les faire changer ou au moins s'ouvrir à cette perspective en premier? Je ne sais pas très bien si j'arrive à me… Je pense que j'ai bien compris votre question, le sens de votre question. Et ben effectivement, ça paraît encore une fois assez fondamentalement important d'identifier un peu la culture, elle est faite par des personnes dans l'entreprise. Hein. Et donc d'identifier qui sont les personnes réellement influentes, ça on le fait souvent dans les projets de changement. Parce que effectivement, si vous avez des personnes qui sont réellement influentes, qui vont dans le sens d'une certaine culture, qui peut être en opposition avec les évolutions souhaitées pour l'organisation, ben, il y a un gros travail à engager au niveau de ces personnes-là, c'est sûr. Donc, non seulement il faut les identifier, mais en plus, ensuite, il faut réussir à identifier les leviers qui vont permettre à ces personnes-là d'évoluer un peu parce qu'elles impactent fortement la culture de l'organisation. Ça se voit souvent, effectivement, dans les entreprises qu'on appelle des entreprises familiales ou entrepreneuriales, où vous avez les membres fondateurs qui conditionnent de façon très, très marquée la culture de l'entreprise. Oui, donc là, après, les identifier, c'est une chose, et c'est sûr qu'il faut le faire.
Après, la difficulté des enjeux, c'est sur les leviers que vous avez à votre disposition pour impulser un peu ce changement de culture auprès des personnes qui sont influentes. Merci. Alors, Ça remet quand même en question les éléments de vision d'entreprise aussi. Ouais. Parce qu'on ne va pas aller contre la vision d'un fondateur ou d'un créateur d'entreprise. Non, alors après, toute la subtilité, c'est d'arriver à combiner la vision avec une autre manière de penser et de faire pour atteindre cette vision. Donc, d'arriver à combiner la vision avec la vision, avec une nouvelle culture d'entreprise. Puisque la vision, finalement, on a derrière ça, oui, les missions, les valeurs, effectivement. Mais ça n'empêche pas que pour atteindre cette vision, il y a peut-être différents chemins qui peuvent être envisagés et impulser un peu une manière différente de collaborer au service de cette vision. Par exemple, si vous avez une vision qui est fortement, nous on le voit parfois dans les entreprises qu'on accompagne, on a des entreprises qui ont une vision qui est axée sur l'innovation, hein, le fait de se démarquer de la concurrence, de proposer des nouveaux produits, etc. Alors que le système de valeurs et le système d'organisation sont tout à fait hiérarchiques. Donc ça entre parfaitement en contradiction, en fait. Hein. Si vous avez une organisation où les collaborateurs ne sont pas libres de proposer des choses, de prendre des initiatives, ne peuvent pas faire valoir leur créativité, eh bien, on imagine difficilement comment ça peut servir l'innovation et le développement au service de la satisfaction des clients. Donc, si vous identifiez ce type de contradiction, finalement, et que vous arrivez à démontrer que la mise en place d'une nouvelle culture, ça permettrait plus facilement d'atteindre la vision et les objectifs de l'entreprise, bah là, vous avez quand même une belle carte à jouer pour faire évoluer les choses dans votre organisation. Comment est-ce que vous intervenez pour faire, pour combiner justement la vision et la structure d'organisation quand il faut faire évoluer la structure d'organisation, mais depuis sa tête en fait aussi? Parce que c'est parfois la hiérarchie qui a le plus de difficultés à changer. Oui, effectivement, c'est bien ce qu'on observe. Hein. C'est un travail parfois de longue haleine, hein, de sensibilisation, en allant chercher d'autres modèles, pas forcément des modèles d'entreprise du même secteur, mais en montrant des exemples d'évolution, en montrant les bénéfices que ça peut engendrer, le fait d'être peut-être moins sur des rapports hiérarchiques, hein, parce que c'est souvent ça qu'on observe, hein, des entreprises qui sont dans des systèmes de pensée traditionnels, avec des rapports très hiérarchiques, etc. Eh bien, on arrive parfois, en mettant en place des petites méthodes collaboratives, à bâtir sur des premiers succès qu'on a comme ça, plutôt que de travailler en silo, mettre en place plutôt de la collaboration, de la transversalité, identifier des problématiques communes entre les départements ou les services, faire travailler les managers ensemble à la résolution de ces problématiques-là. Ça permet d'avoir des premiers résultats. On combine ça avec d'autres exemples d'entreprises dans d'autres secteurs d'activité qui ont mis ces modèles-là en place et qui ont atteint des bons résultats. Et comme ça, de fil en aiguille, ça permet un peu de sortir des cadres de référence traditionnels et puis de s'ouvrir un peu à d'autres possibilités de modèles d'organisation. Mais c'est un travail de longue haleine. Il faut que ça se construise sur des petits succès. Il faut réussir à démontrer des résultats à ce qu'on appelle les quick wins, hein, donc à court terme, pour montrer, voilà, ça marche. Et si on pouvait étendre ça dans l'organisation, on pourrait encore obtenir de meilleurs résultats. Est-ce que vous coachez aussi alors les dirigeants ou les senior managers pour les amener à voir les choses différemment? Oui, tout à fait. Donc, chez Mindforest, il y a ces compétences-là d'accompagnement et de coaching pour les managers et les dirigeants pour essayer d'essayer de les aider à décadrer un peu leur regard ou leur système de référence habituel pour essayer d'explorer un peu des nouvelles possibilités et de faire évoluer la culture des dirigeants et de l'entreprise dans un sens qui nous semblerait plus favorable à l'évolution de l'entreprise. Okay. Et puis, il y a aussi tout ce qui est notion de prise de conscience. Donc, souvent, on va dire la direction ou la hiérarchie n'a pas forcément
conscience de ce qui se passe sur le terrain. Donc, le fait de faire participer l'ensemble des collaborateurs et d'aller justement rechercher l'information sur le quotidien de ce que vivent, on va dire, les équipes sur le terrain, ça permet aussi cette prise de conscience au niveau de la direction. Et là encore, comme l'a dit Michael, on va dire à travers du travail collaboratif finalement, et en tenant compte de l'ensemble des parties prenantes et pas uniquement de la direction, on peut petit à petit, on va dire, obtenir des changements et surtout cette prise de conscience qu'il n'y a pas forcément à la base. On peut aussi trouver chez les managers, parce qu'on parle maintenant du haut managerial, mais est-ce qu'à un niveau peut-être inférieur, même le middle management, on peut avoir aussi des cas de désengagement actif ou de désengagement. Donc, quand on parle de collaborateurs, il y a aussi quelque part une prise de conscience de la part des managers à faire aussi par rapport à l'engagement ou le désengagement dans l'entreprise. Ce n'est pas parce qu'on est manager que d'office, on est engagé à fond. Tout à fait. Complètement, hein, complètement. Là, on sait très bien que la position de manager dans l'entreprise, c'est une position qui est toujours délicate, hein. On le voit au niveau des enquêtes, on le voit au niveau des chiffres. On est toujours quelque part un peu entre le marteau et l'enclume, hein. Donc, et c'est pour ça que cette notion d'expérience manager, elle prend vraiment tout son sens pour l'engagement de façon globale dans l'entreprise, hein. Et là, il faut vraiment travailler sur tous les échelons hiérarchiques. Là, je vous rejoins là-dessus. C'est qu'il faut à la fois se soucier de l'expérience des employés, il faut se soucier de l'expérience des managers, et il faut aussi se soucier, quand on a des leviers pour intervenir dessus, au niveau de l'expérience de la direction. C'est une approche systémique qu'il faut. Donc, c'est vraiment se soucier de tous les niveaux hiérarchiques pour essayer de comprendre où sont les leviers qui vont permettre de développer l'engagement et qu'est-ce qui fait que si on a des problèmes au niveau de l'engagement, qu'est-ce qui fait que ça coince. Donc, c'est top-down, bottom-up, c'est push-pull. Ouais, exactement, parce que sinon, on n'arrive pas à avoir des résultats dans la durée. Si on n'agit pas sur les ensembles des éléments du système, on n'arrive pas à avoir réellement du changement durable. Parce que les actions, si vous les faites uniquement au niveau des collaborateurs et que vous avez les managers au-dessus qui freinent ou qui ne sont pas, eux, convaincus de la démarche, ça ne produira pas ses fruits. De la même manière que si on envoie les managers en formation sans leur donner réellement les moyens de bien accomplir leur mission, parce qu'on leur témoigne de la confiance, parce qu'on va être à leur écoute, parce que quand ils ont des propositions à faire, on va les prendre au sérieux. Encore une fois, ça ne porte pas ses fruits dans la durée. J'ai encore une question. Vous avez parlé tout à l'heure du contexte automobile en Allemagne. Donc, on sait que le changement de la digitalisation et de l'automatisation va faire que beaucoup d'emplois dans le futur n'existeront pas. Sachant que pour un véhicule électrique, il y a 150 pièces, pour un véhicule moteur thermique, il y a 1500 pièces. Donc, on voit un petit peu le ratio. Les effets de la digitalisation vont aussi toucher toutes les autres industries, à commencer par les industries des services. Comment est-ce que cette perspective-là, donc qui est génératrice quand même de peur, de questions et d'angoisse au niveau des salariés et des managers, comment est-ce que ça va pouvoir se concilier avec des techniques pour essayer de mettre en place cette culture d'entreprise et puis favoriser l'expérience managériale positive? Parce que là, moi j'ai l'impression qu'il y a comme un paradoxe quelque part qui risque à un moment donné de se retourner dans le mauvais sens contre ceux qui mettent en place des actions de ce type.
Donc, comment est-ce qu'on gère ça? Est-ce qu'il y a déjà des expériences là-dessus? Est-ce qu'on a déjà un petit peu exploré ces sujets-là? Là, par rapport à ce que vous dites, effectivement, hein, on ne peut pas être certain que ça va bien se passer dans la majorité des cas. Les deux points clés qu'on peut identifier par rapport à ce qu'on observe sont les entreprises qui prennent vraiment le problème à cœur et qui souhaitent apporter des solutions satisfaisantes. Le premier point, c'est l'anticipation des impacts que ça va avoir au niveau des compétences des collaborateurs et des managers. Et puis, le deuxième point, c'est un réel engagement de la direction pour permettre aux personnes de s'adapter, hein, avec des programmes qui ont été clairement définis, en impliquant les personnes concernées, que ce soit les collaborateurs ou les managers, dans la définition des besoins et dans la définition des actions qui vont leur permettre d'évoluer par rapport à ce changement de contexte qui va être quand même profond et qui va toucher la grande majorité des secteurs d'activité, comme vous l'avez dit, hein. Ça va avoir des répercussions au niveau industriel, ça va avoir des répercussions au niveau du domaine des services. Donc, les deux grands leviers que nous, on peut identifier à ce stade, c'est vraiment l'anticipation et une implication forte, une volonté forte de la direction de mettre en place les mesures d'accompagnement nécessaires. C'est sûr que certains métiers vont changer parce que bon, aujourd'hui, c'est la machine qui, on va dire, qui va se substituer à l'homme. Mais finalement, c'est quand même l'homme qui va programmer la machine et c'est l'homme aussi qui va devoir s'en servir quotidiennement. Donc, comme l'a dit Mickaël, si l'entreprise anticipe et donne, on va dire, la possibilité de développer ses compétences et de mettre en place tous ces dispositifs pour que finalement, on va dire, l'immergence de ces nouveaux métiers et de ces nouvelles compétences qui seront nécessaires pour pérenniser l'activité. Si ces deux leviers sont activés, ou en tout cas, il y a déjà conscience qu'il faille le faire, ce sera déjà un bon, on va dire, un bon début. D'autres choses, d'autres commentaires ou... En tout cas, merci pour cette discussion ouverte. Oui, merci beaucoup pour votre participation. Merci à vous. Voilà, peut-être avant de terminer ce webinaire, peut-être juste une information, si j'y arrive. Voilà, pour les prochains webinaires, donc le prochain aura lieu le 22 juillet, pardon, enfin on est déjà en juillet, à 9h. Et donc en fait, ce sera une présentation d'un programme qui s'appelle Fit for Resilience, en partenariat donc avec Lux Innovation. Alors, juste un petit mot peut-être sur le programme. L'idée, c'est de venir en aide aux PME ou aux TPE, donc les petites ou les moyennes entreprises, pour réfléchir à comment relancer l'activité suite à la crise du Covid-19. Donc peut-être se repositionner d'un point de vue stratégique ou voir quelles sont les actions à mettre en place à moyen terme ou à court terme pour relancer l'activité. Et c'est un programme qui est donc avec des consultants. Mindforest est partenaire de ce programme et qui permet aux entreprises bénéficiaires d'être financées à hauteur de 50% sur l'accompagnement au niveau du conseil. Donc c'est pour ça qu'il y a une présentation commune avec Lux Innovation, parce que Lux Innovation est porteur du programme. Donc voilà. Ok. Sinon, si vous le souhaitez vous abonner à la newsletter, donc vous avez les liens sur le slide et aussi également, si vous le souhaitez nous suivre sur LinkedIn, vous avez le lien ici en bas. Vous envoyez la présentation quelque part, les slides ou je ne sais pas quoi, le support de la présentation. Pouvez-vous venir? Oui, bah écoutez, si vous voulez, je peux vous recontacter. Alors, vous êtes monsieur?
Kaiser. Je suis désolée, ça apparaît pas sur mon écran. Franck Kaiser. Très bien, d'accord. Merci. Merci beaucoup. Je vous souhaite à tous une bonne journée et un grand merci.